Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre édition. L'ambassade israélienne en Côte d'Ivoire a organisé à la suite de la visite d'une délégation parlementaire israélienne dans notre pays une conférence de presse. C'était hier mardi. Au cours de cette conférence, la délégation a fait le bilan de sa visite. Les populations de Sipilou dans la région du Tonki sont confrontées à des difficultés d'accès liées à la dégradation de la voirie et toute chose qui, dans cette zone de production agricole, ne facilite pas le transport des marchandises et l'évacuation des malades. Le préfet du département annonce le début des travaux routiers. Et puis, l'ouragan Michael a frappé violemment ce mercredi les côtes de la Floride, classées catégorie 4. Cet ouragan génère, selon les météorologues américains, des tempêtes à plus de 240 km/h et devrait provoquer de graves inondations. Voilà pour les titres. Je vous le disais tantôt, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, est à Erevan, en Arménie. Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan ce mercredi pour s'y rendre afin donc de prendre part au 17e sommet de la francophonie. Le vice-président de la République représente à ce sommet le président de la République, Alassane Ouattara. Notez également que cette 17e réunion verra l'élection du nouveau secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. C'est avec Viviane Aïmé qu'on en parle. Venu représenter le président de la République Alassane Ouattara au 17e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la francophonie qui tient ses assises ces jeudi 11 et vendredi 12 octobre dans la capitale arménienne, le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan est arrivé ce mercredi 10 octobre en début de soirée à Erevan. La Côte d'Ivoire est présente à ce grand rendez-vous à travers une délégation de haut niveau que conduit le vice-président de la République. C'est un dossier qui est important, qui est celui d'abord du vivre ensemble, puisque c'est le grand thème de cette francophonie, qui doit aussi connaître le renouvellement de mandat. Ça fait partie donc des discussions au niveau du secrétaire général de la francophonie, mais aussi, comme vous l'avez certainement déjà vu, il y a deux forums importants qui se tiennent ici. L'un donc sur les technologies de l'information et de la communication, est un dossier aussi important, et sur l'économie. Parce que nous estimons que la francophonie ne doit pas seulement une francophonie seulement culturelle, mais il faut qu'elle soit donc plurielle. Et je pense que cette francophonie avance. Il y a quand même plus de 80 pays qui sont membres de la francophonie. Il y a 274 locuteurs au niveau de la francophonie, donc qui joue un rôle de plus en plus important dans l'ensemble international. Donc nous sommes heureux d'être ici et nous espérons que les choses vont se passer dans les meilleures conditions possibles. Tout juste après s'être installé à son lieu de résidence, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a eu un briefing avec l'ensemble de la délégation avant l'ouverture du sommet. La Côte d'Ivoire a désormais la possibilité d'aller emprunter en francs CFA sur le marché international. Le pays se donne donc des chances de réussir cette opération. Objectif en tout cas poursuivi par la délégation ivoirienne qui se trouve en ce moment à Bali, c'est en Indonésie. Cela en rencontrant donc sa banque conseil Rothschild lors des assemblées du FMI, de la Banque mondiale. C'est ce que nous rapporte Adama Kone. Île de Bali, en Indonésie, en Asie du Sud-Est. C'est ici que se tiennent les assemblées annuelles 2018 du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international FMI. En attendant l'ouverture officielle le 12 octobre, la délégation ivoirienne, conduite par le ministre de l'économie et des finances Adama Kone, représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, met à profit la présence du parterre d'économistes, de financiers et de banquiers. Ce mercredi, le ministre Kone échange avec la banque Rothschild. On a pu faire en effet un point sur les sujets de financement et plus globalement sur l'économie.
et sur ce qui se profilait pour la Côte d'Ivoire pour 2019. Et comme d'habitude, des discussions très fructueuses. La Côte d'Ivoire a de très nombreuses possibilités en termes d'emprunt et a été pionnière en la matière depuis d'ailleurs 2014 et les premiers emprunts que la Côte d'Ivoire a fait en dollars et puis en euros, où elle a été extrêmement pionnière. Maintenant est venu le temps d'emprunter dans la propre monnaie auprès d'investisseurs internationaux. Et ça serait évidemment une très grande nouvelle et un très grand événement si ça se produisait très bientôt. Et on pense que ça peut se produire dans les prochains mois. Le grand avantage, quand on met dans sa propre monnaie, c'est l'acte de souveraineté le plus important. Ce n'est pas tout. Émettre des emprunts obligataires en francs CFA présente aussi d'autres avantages. D'abord, la dette est considérée comme une dette intérieure du fait de sa valeur fixe. Ensuite, le processus élargit la base des investisseurs et enfin, il donne de la crédibilité au franc CFA à travers la signature ivoirienne. C'est clair, après la mission d'évaluation du Fonds monétaire international la semaine dernière à Abidjan, la Côte d'Ivoire envisage ainsi sa stratégie de mobilisation de fonds pour 2019. Je vous le disais en titre, l'ambassade israélienne en Côte d'Ivoire a organisé à la suite d'une visite de la délégation parlementaire israélienne dans notre pays une conférence de presse. C'était hier mardi 9 octobre. Au cours de cette conférence, la délégation a fait le bilan de sa visite. On fait le point avec Laurent Sachaud et Sidonie Davila. Israël s'intéresse au renforcement de sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Une délégation parlementaire israélienne était récemment en visite de 2 jours dans la capitale économique. Après quelques rencontres avec des personnalités du pays, dont le vice-président Daniel Kablan-Duncan et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, la délégation parlementaire israélienne fait le point de ces rencontres. We are very pleased to be here. In this beautiful country. On a échangé sur plusieurs sujets pour voir comment on peut approfondir les relations entre l'État d'Israël et la Côte d'Ivoire dans les domaines de l'agriculture, de l'économie, de la sécurité et dans les domaines de renforcement des capacités en général. L'Afrique a de bonnes ressources, elle a de la terre, elle a des ressources humaines et l'Israël a les technologies, nous avons les capacités, les savoir-faire et nous allons joindre les deux forces. Depuis 2003, soit 15 ans après, c'est la 2e fois que la Côte d'Ivoire reçoit une délégation parlementaire israélienne. Des initiatives du genre avec d'autres pays africains dans le cadre du renforcement des relations entre Israël et le continent africain sont prévues les mois à venir. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel s'est également réuni récemment ici même à Abidjan, au plateau. Il était question de prendre des dispositions pour promouvoir et renforcer la sécurité des produits non ligneux. C'est ce que nous rapportent Davis Oyo et Lanciné Bakayoko. La cola, le karité, le miel, les champignons font partie des produits forestiers non ligneux. Ces produits constituent une source de subsistance et de revenus pour les populations, aussi bien rurales qu'urbaines. Certains de ces produits ont des valeurs thérapeutiques et d'autres, tels que la cola, génèrent 78 milliards de francs CFA par an. Cependant, une grande partie de ce secteur est dans l'informel, selon le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS. Un comité chargé de valoriser les produits forestiers peu connus, dont les produits non ligneux. Le SILS prend donc des dispositions pour assurer la sécurité de ces produits. Il y a un plan national nutritionnel piloté à la fois par le ministère de la Santé et le ministère de l'Agriculture. Et il y a un certain nombre de dispositifs régionaux pour venir en appui aux États lorsqu'ils font face à des sécheresses ou à des périodes de déficit alimentaire. Il y a aussi, avec le SILS notamment, nous travaillons justement à prévenir ces questions d'insécurité alimentaire, dont tout un dispositif est mis pour pouvoir détecter dans des zones, dès qu'il y a une carence, dès qu'il y a un problème sur un produit végétal ou un produit alimentaire, nous sommes en mesure de le détecter puis d'anticiper. Les producteurs s'organisent, ce qui est le plus important. Et plus les gens s'organisent, plus on regarde la commercialisation et comment vraiment garantir les prix aux producteurs pour ceux qui cultivent ou même ceux qui font la cueillette de ces produits, puis vraiment s'en sortir et avoir contribué réellement à leurs revenus dans les différents ménages. La Côte d'Ivoire dénombre plus de 100 produits forestiers non ligneux. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel veut mettre en place une politique de valorisation de ces produits pour leur prise en compte dans la chaîne des valeurs des produits à forte valeur économique.
Les populations de Sipilou, dans la région du Tongpi, sont confrontées à des difficultés liées à la dégradation de la voirie. Toute chose qui, dans cette zone de production agricole et minière, ne facilite pas le transport des marchandises, mais également l'évacuation des malades. Eh bien, bonne nouvelle pour ces populations. Le préfet du département a annoncé le début des travaux routiers. Walter Amadou Ouattara. Localité de l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Tongpi, Sipilou est depuis juillet 2012 chef-lieu du département avec plus de 40 000 habitants. Jadis prospère et importante ville de la frontière Côte d'Ivoire-Guinée à cause de ses richesses minières et agricoles. Aujourd'hui, les différents secteurs d'activité tournent au ralenti. Sipilou se meurt. Le mal est connu. Pour se rendre à Sipilou, que d'obstacles à franchir. C'est une vraie formation. La suite, c'est du no comment. Il vous faut une bonne dose de morale, de polyvalence tant en mécanique auto qu'en technique pour sortir un véhicule embourbé. Parcourir environ 60 km afin de rallier Biankouma à Sipilou, c'est donc un parcours du combattant. Bon, ce sont les chaussures plastiques que nous sommes quittés à Abidjan avec ça. À chaque mois que nous apprêtons cette voie, au moins on fait 4 jours de Biankouma à Sipilou. Quand il pleut, nous sommes obligés de s'arrêter. Donc c'est ce qui a fait que les voitures sont encore stationnées là. L'autre va tirer, après si on peut emprunter la voie. Hier, nous on a dormi à Bablasso. Donc on a continué un peu la voie, parce que nous sommes arrivés ici. Ça fait 3e étape que nous sommes arrêtés comme ça. Les conséquences sont nombreuses. Population et autorités préfectorales en parlent. Un sac de ciment à Sipilou, ça coûte à 6 000 francs. Pourquoi? Quand on prend un moment, le transport coûte très cher. Tu vas à la gare de Fakobré pour dire que tu vas prendre un camion pour venir à Sipilou aussi. Il y a le chauffeur qui nous dit carrément, même si tu me donnes 1 million, je ne vais pas à Sipilou. Les fonctionnaires qui viennent ici, et tous quand ils viennent là, ils ont envie de partir. Nos voisins guinéens qui doivent venir. Et aussi à cause de l'état, la route là, ils ne viennent plus. Donc vraiment, on vit isolément à Sipilou aussi aujourd'hui. Avant, pour un chargement de 3 moteurs pour pouvoir envoyer nos marchandises, on dépensait à la rigueur 100 000 francs. Et aujourd'hui, il faut 300 000 francs. Maintenant, quand nous ajoutons sur la marchandise, la population se plaigne. Et nous aussi, qu'est-ce qu'on dit au retour? Compte selon l'état de la route, on ne peut pas faire autrement. Voilà les camions qui sont garés. On n'a pas de route. À cause de route, tous les transporteurs, ils sont paralysés, ils sont tombés. L'impact se perçoit sur tous les domaines, que ce soit économique, même sécuritaire, et que ce soit sanitaire. Prenez un malade qui, en raison de son état de santé, doit être évacué au CHR de Mans. L'ambulance fera à tout le moins 6 heures sur cette route. Il y a la côte de Yibaville que nous appelons ici communément Championnaco. La côte, elle est très dangereuse. C'est là-bas qui me fatigue le plus souvent. Et après Yibaville, il y a Yamaple qu'on appelle Kitapele. 7 coins vraiment très dangereux sur cette route. Je me rappelle bien, j'ai pris un monsieur ici qu'on partait, on a lutté. Et c'est à côté de ce que je parle, Koumabana, c'est là-bas le monsieur. Il a fait 8 heures de temps. Et l'ambulance même est foncée. On est obligé de faire tout. Et c'est les gens que je suis allé les chercher pour venir m'aider qu'on a fait sortir le moi ou on fait sortir l'ambulance. Le gars ne pouvait plus tenir. Les mécaniciens auto et artisans des autres corps de métier qui devraient en principe tirer profit des nombreuses pannes de véhicules empruntant cette route, si c'en est encore une, se plaignent également de la rareté de la clientèle. Nous les mécaniciens qui sont sur le terrain, même si on a un problème de pièces, avant qu'on trouve la pièce même, on peut faire 2 jours, on a assis au garage, la pièce n'a pas tombé dans nos mains d'abord. Ceux qui viennent aussi, vraiment, ils viennent avec les pannes toujours, même quand on travaille là pour payer nos mains d'œuvre là, tout est difficile. Parce que la route ne marche pas à cause de ça. Donc vraiment, à l'aile, nous sommes aujourd'hui là, vraiment, on a 1000 problèmes. Même il faut voir les tuyaux là, tuyaux de Calassol là, tout est cassé, on va reprendre Giro ce matin là. Pourtant, la fin de cette galère est annoncée pour bientôt. La pluviométrie est très élevée. Nous pouvons même atteindre par an 2400 mm de pluie. Alors, quand ce flot fait son effet sur la route, qui n'a pas eu
de reprofilage depuis 5 ans, vous comprenez que c'est très difficile et c'est pour ça que la voie est dans cet état. Et moi je dis aux populations que nous sommes programmés pour le programme d'entretien routier 2018. Ça va se faire, l'entreprise qui a eu l'appel d'offres, nous leur avons dit de façon claire qu'il faut vite œuvrer. Parce que plus on attend, plus les souffrances s'accentuent et plus la circonscription administrative se meurt. Et les populations attendent impatiemment. Elles ont confiance au président de la République, Alassane Ouattara. C'est un homme de parole, disent-elles. En tout cas, ça nous fait plaisir. Cette année, si c'est fait, nous on va faire des rations pour aller remercier le président de la République. Pour l'heure, voir Sipilou et témoigner, tenez-vous bien, c'est pas du jeu. Voilà, bientôt donc la fin du calvaire pour les populations de Sipilou. Au terme d'une formation qui a duré 2 ans, l'Institut national de formation professionnelle et agricole, en partenariat avec l'AFOR, l'Agence foncière rurale, a organisé une cérémonie de mise en stage de la première promotion d'étudiants spécialisés en foncier rural. C'était à la direction générale de l'AFOR. On y va tout de suite avec Christian Dago et Patricia Omouetia. 50 étudiants spécialisés en foncier rural à l'Institut national de formation professionnelle agricole en fin de formation seront bientôt sur le terrain. Remédier à l'insuffisance des ressources humaines, renforcer la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire sont entre autres les missions qui leur seront assignées. Les futurs commissaires enquêteurs devront comprendre et maîtriser en plus des procédures la sociologie des populations avec lesquelles ils seront appelés à travailler. À l'endroit de nos stagiaires, votre responsabilité est grande. Je dirais même très grande, non seulement dans l'exercice de vos futures fonctions, mais aussi et surtout dans l'avenir de notre pays. La très grande importance de votre spécialité vous a fallu la cérémonie de séjour. Face aux conflits liés à la gestion du domaine foncier rural, les nouveaux techniciens se sont engagés à mener à bien leurs tâches. Notre choix pour la spécialité foncière rurale est un choix de conviction. En effet, les problèmes liés à la gestion du domaine foncier rural font partie de l'actualité dans notre pays. C'est pourquoi nous prenons l'engagement, à la veille de notre départ en stage pratique, à accomplir avec rigueur et enthousiasme toutes les tâches qui nous seront confiées. Aporture Kwaku, président de la cérémonie et représentant le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a remis les lettres de stage et les diplômes de fin de formation aux étudiants. La caravane environnement start-up, on en parle à présent. Il s'agit d'une compétition entre porteurs de projets initiés pour détecter donc les futurs champions nationaux. Et bien après 3 mois d'activité, cette campagne a choisi mardi, ici même à Abidjan, 5 lauréats. Cela à l'issue d'une épreuve qui a réuni environ 200 jeunes. On en parle avec Lanciné Bakayoko. Danane, Bouaké, Bondoukou, Korogo et Grand Bassam. C'est le circuit de la caravane environnement start-up pour cette édition 2018. Cette caravane a permis de sélectionner 5 jeunes porteurs de projets retenus sur les 200 qui ont concouru au départ. Ils vont bénéficier d'un accompagnement gratuit sur 24 mois. L'innovation de la 2e édition d'environnement start-up a été de sillonner la Côte d'Ivoire à travers une caravane nationale d'appel à projets qui nous a vu parcourir les régions de l'Ouest, de l'Est, du centre, du nord et du sud de la Côte d'Ivoire avec 2 étapes à l'étranger, la France et le Maroc. L'objectif visé était d'être inclusif et de donner la chance à tous nos jeunes, tout porteurs de projets ivoiriens, où qu'ils soient, pour présenter sa solution qui, nous l'espérons, une fois sortie de l'incubateur, sera une réussite à l'ivoirienne. Ces jeunes entrepreneurs vont donc pouvoir bénéficier de formations, de coaching et surtout d'un retour d'expérience de plusieurs professionnels de l'entrepreneuriat. Question de maîtriser les mécanismes de gestion liés entre autres à la structuration des projets et à la réalisation des plans d'affaires. Objectif, promouvoir de futurs champions nationaux. Le nombre de projets pertinents que le pays enregistre aujourd'hui, portés par ces jeunes talentueux, est impressionnant et mérite d'être accompagné. Le gouvernement ivoirien, au travers notamment des différents ministères en charge de l'emploi jeune, de l'économie numérique, de la recherche scientifique et de la promotion des PME, joue et continuera de jouer sa partition
au service de la jeunesse entreprenante ivoirienne. Chaque année, ce sont plus de 400 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire. Les membres du Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Béké ont eu récemment une rencontre, cela pour échanger sur les taux de remboursement des prêts bancaires, des remboursements que les femmes rurales ont du mal à faire en raison donc du taux d'intérêt élevé. Panel et ateliers ont meublé cette journée. Notez également que des propositions ont été faites pour la réduction de ces taux. Objectif est bien faciliter l'autonomisation des femmes de la région. Sorokourna. 60 à 80% de la production alimentaire est assurée par les femmes en Côte d'Ivoire. Elles font la collecte, le stockage, le transport, la distribution et la commercialisation de ces produits vivriers. Toujours selon le Bureau national de la population, en dépit de ces efforts, elles restent les plus pauvres de la société. Cette condition de précarité pouvait s'améliorer si les femmes en milieu rural avaient un accès facile aux prêts bancaires. Celles qui ont accès à ces prêts ont des difficultés pour les rembourser en raison du taux d'intérêt élevé. Le taux d'intérêt est trop élevé et puis le montant qu'on te demande de payer par mois, on nous donnait tout juste 12 mois pour pouvoir faire le remboursement. Donc vraiment, quand on te calcule que tu dois sortir 500 000 tous les mois, vraiment, ce n'était pas facile. À Boaké, le Forum de l'Union des femmes entrepreneurs de la région de Béké réfléchit sur la question. Des ateliers et des panels ont permis de faire des propositions pour la réduction du taux de remboursement. L'État de Côte d'Ivoire, la BCEAO et toutes ces autres banques doivent prendre le cas des agriculteurs, le cas du monde rural, on va faire une sorte de lobbying auprès d'eux. C'est un plaidoyer pour nous. Revoir le taux. Un taux au-dessus de 10%, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, le monde rural, avec ça? Il faudrait qu'on ait une banque de l'État qui puisse accompagner, n'est-ce pas, toutes ces braves femmes qui ont envie de travailler pour être des entrepreneurs, leur faciliter la tâche. Cette première édition du Forum des femmes entrepreneurs a été une occasion pour les femmes du monde rural de poser leurs difficultés. Manque de financement, de formation, accès difficile au marché et aux routes impraticables, rendant du coup difficile l'évacuation des productions agricoles. On poursuit en images. La mairie de Koumassi a été prise d'assaut ce mardi par un groupe d'individus armés. Des jeunes qui ont fait preuve de violence, saccageant les locaux, brutalisant et pillant des personnes présentes sur les lieux. Même scénario au QG de campagne du maire sortant, Ndoye Raymond. Ces jeunes ont finalement été dissuadés par un détachement de la gendarmerie. Notez que le préfet d'Abidjan, Vincent Taubirier, présent sur les lieux, a sensibilisé les populations, notamment les jeunes, à la retenue et à adopter de bons comportements pour des élections sans violence, des élections apaisées. Élections couplées en Côte d'Ivoire, plus que 3 jours donc pour aller aux urnes. Et en cette période électorale, eh bien, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a rencontré les membres de la société civile ivoirienne. Ils ont été mis en mission pour sensibiliser la population. Ahmed Traoré et Sidonie Davila. Sensibiliser les populations au respect des lois établies, et ce, dans le but de contribuer à l'apaisement après la proclamation des résultats des élections locales du 13 octobre prochain. C'est la mission que confie le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité aux acteurs de la société civile. Pour Sidiki Diakité, le rôle de la société civile est d'accompagner l'État. Votre présence dénote de l'importance que vous accordez au sujet qui nous rassemble. Il s'agit des élections qui représentent toujours un moment crucial de la vie d'une nation. Beaucoup de vos organisations sont déjà déployées sur le territoire national, en train de scruter, d'identifier les différentes zones à couvrir, de prendre pied dans ces zones pour jouer ce rôle-là que vous vous êtes assigné. Les acteurs de la société civile apprécient l'initiative du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est une très bonne initiative de rencontrer les acteurs de la société civile qui en fait sont chargés de faire la sensibilisation sur le terrain afin que les élections se déroulent dans la paix. Ce sont des élections locales.
il s'agit du développement local, le développement de nos localités dans lesquelles nous sommes. C'est un développement de proximité. À l'issue de cette rencontre, les membres de la société civile vont se rendre dans les différentes contrées du pays pour sensibiliser les populations à des élections apaisées. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité rassure que ces scrutins se tiendront en toute sécurité. Voilà, plus que 24 heures et quelques petites minutes donc pour convaincre, et les campagnes couplées pour les municipales et régionales en Côte d'Ivoire vont prendre fin demain jeudi à partir de minuit. Pour rappel, le vote est prévu pour le samedi 13 octobre 2018. La direction de la police criminelle d'Abidjan vient de mettre la main sur un groupe de braqueurs qui sévissait depuis un moment maintenant ici à Abidjan, environ 2 semaines après l'une de leurs opérations de braquage dans un domicile à Cocody, Djorogobité. Les policiers étaient à leur trousse. Explication Olivier Riebi et Sidonie Davila. Fin de cavale pour 3 braqueurs qui troublaient la quiétude des citoyens. Ces bandits spécialisés dans le braquage des véhicules de luxe et de domicile étaient activement recherchés par les éléments de la police criminelle. Ils ont été appréhendés dans une buvette de fortune dans la commune d'Abobo. Parmi eux, l'un des présumés tueurs du footballeur international ivoirien, Georges Griffith, assassiné le 6 octobre 2017 dans la commune de Cocody, secteur Angré-Gibi, par 2 braqueurs qui tentaient de lui voler son véhicule. Donc, je sortais de la cité pour voir ce qui s'est passé. Et je venais, j'ai vu le monsieur, il était à terre et il agonisait. Il appelait du secours. Je suis venu avec un monsieur pour lui porter des secours. On a fait tout ce qu'on pouvait. 15 minutes après, et c'est ça, il a rendu là. C'était juste là. 1 an après son assassinat, pendant que l'un des présumés meurtriers du footballeur était déjà aux mains de la justice, le second en cavale intègre un autre groupe de bandits et mène des incursions à main armée dans les domiciles. Le mois dernier, dans la commune de Cocody, un habitant du quartier Djorogobité a trouvé la mort suite à une opération de cambriolage à son domicile. Au moment de leur arrestation, 3 armes à feu, dont l'une de fabrication artisanale, ont été saisies. Ces 3 individus, parmi lesquels le second présumé tueur de Georges Griffith, identifiés, vont répondre de leurs actes devant les juridictions. On change complètement de sujet à présent. On parle santé et précisément de la journée mondiale de la contraception, une journée pour sensibiliser les populations. La 3e édition a eu lieu le 1er octobre dernier. Compte rendu David Soyo et Salimatou Dia. En Côte d'Ivoire, le taux de décès maternel est estimé à 614 sur 100 000 naissances vivantes. Pendant ce temps, la prévalence contraceptive oscille autour de 23% face à une sexualité et une procréation précoce chez les jeunes filles. Le gouvernement, lui, multiplie les actions de sensibilisation. À Divo, dans la région de l'Odjibois, à l'occasion de la journée mondiale de la contraception, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a invité les populations à un changement de comportement. Il est nécessaire de s'engager dans un processus de changement de comportement. Oui, changement de comportement ici, comme changement de comportement en général, en vue de l'avènement d'un Ivoirien nouveau. Chaque couple doit pouvoir choisir le nombre d'enfants qu'il veut, au moment où il veut, cela en toute responsabilité. À cette fin, tous les couples, où qu'ils soient sur le territoire de la Côte d'Ivoire, doivent avoir l'opportunité d'accéder aux moyens d'espacer les naissances, ce qui permet d'éviter les avortements avec leurs nombreuses conséquences, décès, stérilité. Sur le plan national, la contraception moderne, préservatif, pilule ou injection est de 14%. Un pourcentage jugé relativement faible par les partenaires techniques. Pour la représentante résidente des Nations Unies, le planning familial est l'un des facteurs de développement de toute nation. Quand le nombre d'enfants qu'une femme a est très élevé, les pays sont généralement pauvres. Quand le nombre d'enfants que chaque femme a est un peu plus bas, les pays sont riches. Toutes les analyses, les études et même nos observations de jour à jour nous montrent que quand une famille a un nombre élevé d'enfants,
qui dépasse nos capacités de bien nourrir ces enfants, d'envoyer chaque enfant à l'école, de les envoyer à l'hôpital quand ils sont malades. Ça veut dire qu'on a un problème. Contraception, un investissement pour le bien-être durable de la famille est le thème retenu pour cette 3e édition. Une visite du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique aux différents stands de produits contraceptifs a clôturé cette journée mondiale de la contraception. Et l'actualité internationale nous conduit ce soir au Tchad, au Kenya et aux États-Unis. Les États-Unis où l'ouragan Michael sévit en ce moment. Au moins 51 personnes ont été tuées ce mercredi matin dans un accident d'autocar dans l'ouest du Kenya. Selon le chef de la police kenyane, l'autocar était parti de Nairobi pour Kakamega, à 300 km au nord-ouest de la capitale, et transportait 52 passagers. Le toit de l'autocar a été totalement arraché. Pour l'heure, aucun détail sur les circonstances de l'accident. La candidate sortante de l'OIF, Michaël Jean, a peu de chances d'avoir la majorité des voix des 54 délégations membres permanents plein droit de l'OIF. Le Canada et le Québec ont annoncé hier qu'ils retiraient leur soutien à la candidature de Michaël Jean pour le poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Depuis plusieurs mois, celle qui est soupçonnée de mauvaise gestion financière enregistre la perte de nombreux soutiens de poids et ne serait plus favorite pour conserver son poste. L'actuel ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Louise Mushikiwabo, est désormais assurée de prendre sa place lors du 17e sommet de la francophonie qui s'ouvre demain jeudi en Arménie. Décrit comme extrêmement dangereux, l'ouragan Michael a frappé violemment ce mercredi les côtes de la Floride. Classé en catégorie 4, cet ouragan génère, selon les météorologues américains, des tempêtes à plus de 200 km/h et devrait provoquer de graves inondations. Les précipitations ont commencé à toucher la côte. Le niveau de la mer pourrait monter de 4 mètres par endroit. 2 millions de personnes dans plus de 20 comtés de l'État de Floride ont reçu l'ordre d'évacuer. Les services météorologiques de la Floride exhorte les populations à se soumettre au mot d'ordre d'urgence. Commentaire de Sidonie Davila qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.